attention, l'objectif aujourd'hui, c'est de plonger au cœur d'une rencontre qui, pour le coup, ressemble beaucoup moins à un simple match de football qu'à une véritable étude psychologique. Une étude clinique même, je dirais. Grave. On parle bien sûr de la victoire fracassante d'Everton, 3-0 face à Chelsea. Et c'est un cas d'école, mais vraiment passionnant. En compilant les rapports de match qu'on a lus dans le Guardian ou sur ESPN, sans parler de l'avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, on se rend compte d'une chose. Laquelle? On n'a pas juste un résumé d'actions sportives sous les yeux. C'est bien plus profond. On a la radiographie exacte d'un point de rupture. C'est super intéressant dit comme ça. Bah, d'un côté, on a une équipe d'Everton qui trouve une alchimie parfaite, presque par magie. Et de l'autre, on a une structure, celle de Chelsea, qui s'effondre totalement sous son poids. En lisant toutes ces sources, il y a un contraste qui m'a vraiment frappé. Ouais. L'écart de niveau. Individuel chez Everton, et de l'autre, une paralysie qui fait presque peur. C'est le mot juste, la paralysie. Pour imager la chose, c'est comme observer deux ascenseurs dans une même grande cage de verre, tu vois. Ah, j'aime bien cette idée. Il y a l'ascenseur d'Everton qui monte à toute vitesse vers la lumière, propulsé par une énergie folle, super positive, et juste à côté, l'autre ascenseur qui chute lourdement dans l'obscurité. Comme si les câbles avaient complètement lâché. Exactement. Mais bon, avant d'arriver au moment précis où le câble a cédé, ce fameux coup de grâce qui a enflammé Internet avec des mots comme naufrage et lucarne, il faut comprendre comment le piège s'est refermé. Parce qu'un score de 3-0, ça ne tombe pas du ciel. Bah non, ça se construit. La mécanique d'un tel effondrement prend du temps. C'est clair. L'effondrement final qu'on retient tous, il masque souvent un travail de sape très vicieux qui a eu lieu bien avant. D'où l'importance de reprendre la chronologie. Voilà. Si on regarde bien les sources, la destruction du bloc de Chelsea s'est faite en plusieurs phases. Des phases très distinctes, qui ont démarré bien avant le chef-d'œuvre de la fin de match. Et c'est là que le nom de Beto entre en scène, pour le coup. Ah, le bélier d'Everton. C'est ça, ouais, l'attaquant bissau-guinéen. Les observateurs parlent même d'un véritable récital pour lancer la machine. Un récital de puissance, ouais. Il frappe une première fois à la 33e minute, puis il remet le couvert pour s'offrir un doublé à la 62e. Deux moments clés du match. Et là, j'ai une vraie question pour toi concernant la dynamique. On va tous parler du dernier but parce qu'il est magnifique, mais au fond, est-ce que ce n'est pas Beto, le véritable architecte de ce désastre-là? C'est-à-dire. Est-ce que ce n'est pas lui qui fait sauter les fondations psychologiques de Chelsea en premier? Ah, mais il en est indéniablement l'architecte tactique. Il faut bien comprendre la physiologie d'un match de Première Ligue, en fait. C'est souvent très fermé au début. Exactement. Pendant la première demi-heure, les deux équipes s'observent. Les blocs défensifs sont hyper compacts, les espaces sont réduits à quelques centimètres à peine. Une vraie partie d'échec. C'est ça. Donc, quand Beto marque à la 33e minute, il ne fait pas juste changer le score sur le panneau d'affichage, il modifie la géométrie même du terrain. Ah oui, je vois. Il oblige Chelsea à sortir de sa coquille. Absolument. À partir de ce moment-là, le plan de base de Chelsea est complètement caduque. L'équipe est obligée de monter d'un cran. Et donc de libérer des espaces dans son propre dos. Voilà, pour tenter de recoller au score. Ils doivent prendre des risques. Ce qui est un jeu super dangereux quand on a face à soi des joueurs capables d'exploiter la moindre petite faille. Surtout contre Everton en ce moment. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est l'impact de son deuxième but. Celui de la 62e. Ouais, à 1-0, honnêtement, on peut encore se dire qu'il suffit d'un coup de pied arrêté pour revenir, non? C'est la réflexion classique, oui. L'espoir reste intact. Mais à 62 minutes, quand Beto plante son doublé, enfin quand il inscrit ce deuxième but, on sent dans les comptes rendus du match que quelque chose se brise net chez Chelsea. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le barrière psychologique du break. Le fameux 2-0. C'est ça. À 2-0, le cerveau d'un défenseur ne traite plus du tout l'information de la même manière. L'anxiété prend le dessus. Complètement. La marge d'erreur disparaît. À 1-0, tu te dis, on gère. À 2-0, chaque course de l'attaquant adverse devient une menace existentielle. C'est le mode panique qui s'active. Et c'est précisément dans ces grands espaces, libérés par le désespoir des Londoniens, qu'un autre joueur a commencé à tisser sa toile. Ah, on y vient. Bien avant de marquer son but sensationnel, l'international sénégalais Iliman Ndiaye s'était déjà mué en chef d'orchestre, en devenant passeur décisif. Oui? Les rapports d'ESPN et du Guardian insistent énormément sur ce point. Et pour le coup, je trouve que ça change toute la grille de lecture de sa performance. Ça lui donne une dimension de créateur, pas juste de finisseur. Exactement. Il n'est pas juste là à planter sa tente dans la surface de réparation en attendant le ballon. Il est décrit comme celui qui dicte le tempo du match. Un vrai métronome. Mais concrètement, sur le terrain,
Comment un attaquant qui se met soudainement à faire des passes décisives prépare-t-il le terrain pour son propre but par la suite? C'est ça que je veux comprendre. C'est de la pure manipulation d'attention. De la manipulation, c'est fort comme terme. Mais c'est la réalité cognitive du haut niveau. Quand un joueur comme le Lyon Ndiaye prouve à la défense qu'il a la vision périphérique nécessaire pour délivrer une passe parfaite, Ouais. il crée une surcharge cognitive chez ses adversaires directs. Le défenseur qui se retrouve en 1 contre 1 face à lui dans le dernier quart d'heure, il va forcément hésiter. Il ne sait plus sur quel pied danser. Voilà. Le défenseur se dit est-ce que je dois monter sur lui très vite pour bloquer sa frappe, mais au risque de me faire éliminer par une passe lumineuse vers un autre attaquant ?» Ou alors, est-ce que je recule pour fermer les lignes de passe? C'est ça le dilemme. S'il recule, il laisse à Ndiaye l'espace pour armer sa frappe. En fait, Ndiaye crée ce fameux demi-pas d'hésitation chez le défenseur. Exactement. Ce micro-délai de réflexion, cette toute petite fraction de seconde de doute, c'est l'oxygène pur dont un attaquant de classe mondiale a besoin pour faire la différence. C'est brillant quand on y pense. Il a passé 75 minutes à conditionner le cerveau de la défense de Chelsea. Il les a forcés à reculer en se montrant altruiste au début. Il a littéralement programmé leur esprit pour anticiper la passe plutôt que le tir. Ce qui nous amène tout droit à la 76e minute. Le point culminant du match. L'instant où on bascule d'une simple défaite logique pour Chelsea à une humiliation absolue. Le moment de bascule, oui. Everton mène déjà 2-0. Le sale boulot tactique est fait, et là, Iliman Ndiaye décide de prendre les choses en main pour le 3-0. Et de quelle manière? Les réactions qu'on a compilées sur les réseaux sont juste incendiaires. On a tous vu passer ce genre de phrase sur nos écrans. Ici, quel but d'Iliman Ndiaye? Ouais, avec les émojis, drapeau du Sénégal, les cœurs, les flammes. C'est ça, des cœurs, des flammes partout. Il a marqué un but somptueux et permet à Everton de mener 3-0 face à Chelsea. C'est l'explosion totale en ligne. Les journalistes, eux aussi, n'y sont pas allés de main morte. Ah non, ils ont sorti le grand vocabulaire. On lit des termes comme bijou ou frappe somptueuse pour décrire ce tir qui va s'écraser direct dans la lucarne de Robert Sanchez. Le pauvre gardien de Chelsea n'a rien pu faire. C'est un geste d'une pureté technique vraiment rare. Le genre de frappe qui fige un stade entier pendant 1 seconde. Bon, là, il faut quand même que je me fasse un peu l'avocate du diable. Vas-y, je t'en prie. Des équipes de foot, elles encaissent des frappes en pleine lucarne tous les week-ends aux 4 coins de l'Europe. C'est vrai. Et pourtant, la presse ne parle pas systématiquement de naufrage. Un très beau but, à la fin de la journée, ça reste un seul but sur tableau d'affichage. Comptablement, c'est identique, oui. Alors pourquoi celui-ci, très précisément, à cet instant T du match, semble détruire carrément l'âme de l'équipe londonienne? Est-ce que ce n'est pas juste une excuse un peu poétique des journalistes pour masquer le fait que Chelsea était simplement cramé physiquement? C'est une excellente provocation, franchement, parce que ça permet de différencier un fait de jeu banal d'un véritable traumatisme sportif. Je t'écoute. La différence, en fait, elle réside dans la mécanique de l'inévitable. L'inévitable? Ouais. Imaginons un tir tout moisi avec un rebond bizarre ou un but marqué après un énorme cafouillage dans la surface. Un but de raccro, quoi? Voilà. La défense peut toujours rationaliser ça, les joueurs vont se dire « bon, c'est un mauvais rebond, on n'a pas eu de chance, la pelouse était glissante ». Ça protège un peu l'ego de l'équipe? Exactement. Mais une lucarne trouvée avec cette précision chirurgicale, c'est tout autre chose. C'est l'endroit exact où la biomécanique du gardien de but rend l'arrêt mathématiquement impossible. Même s'il a une détente incroyable, hein. Quelle que soit sa détente, c'est hors d'atteinte. J'ai une image en tête. Dis-moi si tu la trouves pertinente. Dis-moi. C'est comme essayer de détruire un barrage en béton géant. D'accord. Tu peux taper sur les murs épais avec un énorme marteau pendant des heures. Ça va tenir. La structure est faite pour ça. Ouais, elle encaisse la force brute. Mais si tu analyses la structure, que tu trouves la micro-fissure invisible et que tu appliques une toute petite pression exacte au seul millimètre où les forces s'annulent, le barrage, il explose d'un seul coup. C'est une analogie parfaite. Aller chercher cette lucarne, ce n'est pas juste faire une action qui est jolie pour la télévision. C'est briser l'intégrité de l'adversaire. C'est exactement ça. Sanchez n'a fait aucune erreur de placement sur ce coup-là. Ses défenseurs étaient revenus. Mais Ndiaye a exécuté un geste parfait qui ne souffre d'absolument aucune parade. Et ça, psychologiquement, c'est mortel. Quand une équipe subit un truc pareil, le message envoyé au cerveau des 11 joueurs, il est dévastateur. Ça dit quoi à leur cerveau, hein? Ça leur crie « peu importe les efforts que vous allez faire, peu importe votre tactique, l'adversaire évolue dans une sphère d'exécution technique qui vous est totalement inaccessible aujourd'hui. » Ah ouais, c'est rude. Ce n'est plus juste de la fatigue physique, c'est une reddition psychologique totale.
C'est ça qui transforme une mauvaise défaite en un véritable naufrage. Et d'ailleurs, ce terme de naufrage, il n'est pas utilisé juste pour faire joli dans les titres de presse. Non, les chiffres sont là pour le prouver. Les statistiques de nos rapports